sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on a une interview assez exceptionnelle avec le professeur Serge Herberg, qui est professeur en médecine, évidemment. Alors, je dois dire que je suis un petit peu ému parce que c'est un professeur qui travaille, je crois, encore dans l'université dans laquelle moi j'ai fait mon premier et mon deuxième cycle d'études médicales. Donc, je l'ai un tout petit peu connu très indirectement. Donc, je suis très honoré de l'avoir aujourd'hui en vidéo. Et surtout, il est épidémiologiste, mais il s'occupe aussi de quelque chose que vous connaissez dans votre quotidien et qui est rentré dans nos vies et qui va de plus en plus rentrer dans nos vies quotidiennes, c'est le Nutri-Score. C'est ce petit truc-là qu'il y a sur certaines boîtes avec A, B, C, D, E, etc., avec des couleurs pour savoir quoi, justement, on va lui demander. Donc, professeur, merci infiniment d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis nous parler du Nutri-Score? Écoutez, merci de votre invitation. Donc, comme vous l'avez rappelé, je suis médecin épidémiologiste, je suis professeur de nutrition à l'université Paris 13, devenue maintenant Sorbonne Paris Nord, où je travaille, j'ai dirigé pendant très longtemps l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Je suis également praticien hospitalier au département de santé publique de l'hôpital Avicenne et j'ai piloté pendant très longtemps le programme national nutrition santé que beaucoup de gens connaissent au travers des au moins 5 fruits et légumes par jour ou 30 minutes d'activité physique quotidienne. Très bien. Et vous avez donc été à l'origine, avec votre équipe, avec vos équipes bien sûr, du Nutri-Score. Donc c'est cette petite chose qui rentre vraiment dans le quotidien de tous les Français. Donc effectivement, le 5 fruits et légumes par jour, c'était déjà rentré dans notre quotidien. Et là, vous introduisez depuis quelques années maintenant ce Nutri-Score. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, en fait, l'idée du Nutri-Score, c'est une idée extrêmement simple. D'un côté, on sait que la nutrition est un déterminant majeur de l'état de santé, que la nutrition favorise ou réduit le risque de maladies chroniques. Donc, c'est quelque chose sur lequel il y a une mobilisation extrêmement forte des scientifiques et des politiques maintenant depuis quelques années pour essayer d'améliorer l'état nutritionnel des populations. Et on sait que pour améliorer l'état nutritionnel des populations, parmi les multiples mesures qui sont nécessaires, il faut favoriser la compréhension de la qualité nutritionnelle des aliments de manière à permettre au consommateur de pouvoir orienter son choix avec un indicateur qui soit extrêmement simple, intuitif, compréhensible par tous. Or, jusqu'à présent, lorsque l'on regarde des aliments dans les rayons de supermarché, si on veut connaître la qualité nutritionnelle, la seule chose à faire, c'est de retourner l'emballage et on retrouve un tableau qui est incompréhensible, illisible, avec des termes ésotériques, des colonnes, des lignes par 100 grammes pour 100 kilocalories par portion, etc. Donc, ça n'avait strictement aucun effet. Donc, l'idée de Nutri-Score, ça n'a rien d'original, c'est du bon sens, c'est de reprendre les éléments qui sont dans ce tableau incompréhensible et de les synthétiser sous une forme qui soit, grâce à un indicateur coloriel du vert au rouge, donc des couleurs sémantiques de A à E, et bien fournir aux consommateurs les moyens, en un simple coup d'œil, de pouvoir comprendre la qualité nutritionnelle des produits, comparer les produits entre eux. Donc, vous voyez, c'est passer d'une chose qui est incompréhensible à une chose qui va permettre vraiment d'aider le consommateur à orienter ses choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle, tout en ayant également un deuxième effet boomerang, c'est que en mettant une compétition nutritionnelle, en affichant sur la face avant des emballages des aliments ce petit logo qui permet de comparer les aliments, eh bien, on met une compétition nutritionnelle, ce qui va pousser les industriels à aussi améliorer la qualité nutritionnelle des produits en retirant un peu de gras, de sucre ou de sel. Effectivement. Alors, moi, je souhaitais vous interviewer aujourd'hui parce que nous, sur notre chaîne qui est orientée vers la vulgarisation scientifique psychiatrique, eh bien, sur notre chaîne, on parle finalement de sujets pour lesquels la nutrition est extrêmement importante. Bon, évidemment, on peut penser aux troubles du comportement alimentaire, mais là, à la limite, le Nutri-Score aura un intérêt qui ne va pas forcément être évident, mais on peut penser aussi tout simplement aux gens anxieux, aux gens déprimés qui ont tendance à stimuler leur circuit de la dopamine, leur circuit de la récompense avec des aliments, malheureusement quand ils ne sont pas bien, et qui pourront peut-être aussi faire des meilleurs choix nutritionnels. On peut aussi penser tout simplement aux effets secondaires des traitements. Certains traitements psychotropes ont des effets négatifs sur l'augmentation de l'appétit, plus exactement. Et on peut aussi, grâce peut-être à quelque chose comme le Nutri-Score, mieux choisir ses aliments pour éviter, par exemple, une prise de poids. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment vous interviewer à ce sujet. Alors, j'ai eu quelques questions. Est-ce que ce Nutri-Score, il est obligatoire? Alors, il n'est pas obligatoire actuellement, tout simplement parce qu'il existe une réglementation européenne qui a été mise en place
en 2011, après plusieurs années où des lobbies très importants à Bruxelles ont réussi à empêcher à ce que les États aient la possibilité de rendre obligatoire un système d'information nutritionnelle complémentaire. Le tableau qui est à l'arrière des emballages, lui, est obligatoire. Les États peuvent mettre en place un système complémentaire avec un logo en face avant, mais ça ne peut pas être obligatoire à cause de cette réglementation pour laquelle on fait tout pour essayer de la faire changer de manière à rendre obligatoire le Nutri-Score et forcer un peu les industriels qui refusent de l'afficher de le faire. Donc c'est du lobbying à l'échelle européenne des industriels qui est à l'origine de cette impossibilité pour les États de rendre le Nutri-Score obligatoire. Et si nous, par exemple, si le citoyen lambda veut vous aider dans ce combat contre les industriels pour rendre son Nutri-Score obligatoire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Alors, il y a une façon relativement simple, c'est que même non obligatoire, il faut faire pression sur les industriels pour qu'ils l'affichent. D'ailleurs, si on regarde l'histoire du Nutri-Score qui a été proposé en 2014 dans un rapport rendu à la ministre de la Santé de l'époque, il y a eu au départ une forte réticence, une réserve des industriels, et d'ailleurs aucun industriel n'a soutenu un Nutri-Score au départ. Après 4 années de bataille, et là, pour lui, on va faire face évidemment au système que les lobbies utilisent, eh bien, on a commencé à voir, lorsque l'arrêté interministériel en octobre 2017 a officialisé Nutri-Score, d'abord 6 sociétés, puis 10, 15, 30. Aujourd'hui, il y a plus de 400 sociétés qui ont adhéré au niveau international. Évidemment, certaines ne le font pas, hein, des grands groupes comme Coca-Cola, Mars, Mondelez, Ferrero, Unilever ou Kraft refusent toujours de le faire. Et un moyen de pression qu'il y a, c'est de se dire aux consommateurs, dire aux patients, si vous ne voyez pas le Nutri-Score sur un produit, c'est que l'industriel a vraisemblablement quelque chose à cacher, donc vaut mieux aller chercher des produits qui utilisent le Nutri-Score, même si ce Nutri-Score n'est pas obligatoirement vert, hein, il peut être rouge, c'est tout à fait acceptable. Ça veut simplement dire que ce produit, il faudra le consommer en plus petite quantité ou moins fréquemment, et c'est plus sûr qu'un produit qui n'affiche pas le Nutri-Score et qui témoigne de l'absence de responsabilité du fabricant. Effectivement, un fabricant comme les très 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 gros groupes que vous avez cités qui refusent d'afficher le Nutri-Score, quand bien même son produit pourrait éventuellement avoir une bonne note, on n'en est pas sûr. C'est-à-dire que de toute façon, le client, ce dont il est sûr, c'est qu'il n'est pas sûr. Voilà. Alors que quand il achète quelque chose avec le Nutri-Score, ce dont il est sûr, c'est qu'il est sûr. Donc, effectivement, on ne peut pas préjuger éventuellement si on ne connaît pas la nutrition, de la qualité nutritionnelle de ces aliments des grands groupes, mais en tout cas, il y a un doute. Et donc, dans le doute, peut-être mieux vaut s'abstenir effectivement de prendre ce type d'aliments. Très bien. Concernant le Nutri-Score, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement s'il y a un algorithme qui permet le calcul, c'est automatique, comment ça se passe? Alors, c'est un point extrêmement important. Nutri-Score repose vraiment sur des bases scientifiques. C'est-à-dire que ça n'est pas sorti d'une pochette surprise. C'est quelque chose qui a fait l'objet de nombreux travaux scientifiques en s'appuyant sur un algorithme qui a été mis au point d'ailleurs par une équipe britannique d'Oxford au milieu des années 2000 et qui prend en considération d'un côté les éléments plutôt négatifs qu'il peut y avoir à l'intérieur des aliments, le gras, le sucre, le sel, les calories. D'un autre côté, les éléments qui peuvent être positifs, qui en termes de santé publique ont un intérêt, comme la présence de fibres ou la présence de fruits et légumes, de légumes secs ou de fruits secs ou de protéines. Donc, l'algorithme reprend ces points négatifs, ces points positifs et synthétise dans une note globale l'ensemble de ces différentes données. Évidemment, cet algorithme a été validé en termes à la fois d'intérêt pour caractériser la qualité nutritionnelle des aliments, d'un autre côté, dans des cohortes en termes de prédiction ou d'association avec le risque de maladies chroniques. Ouais. C'est un algorithme qui repose vraiment sur des bases scientifiques, des très grandes études de cohortes, notamment au niveau européen, l'étude EPIC sur 500 000 personnes, avec des sujets qui ont été suivis pendant 15 ans, a permis de montrer que les personnes qui mangent des aliments qui sont correctement classés par cet algorithme ont tendance à faire moins de maladies chroniques. Et ça a été retrouvé dans l'étude Sublimax, l'étude Nutrition de santé. Donc, ça montre que le choix des éléments qui
qui rentrent dans le calcul de l'algorithme, les points qui sont attribués, positifs ou négatifs, les seuils qui sont utilisés sont valides. Donc c'est un point extrêmement important, c'est que le système qui sous-tend l'attribution des couleurs repose sur des bases scientifiques qui a fait l'objet de nombreux travaux de validation, publiés dans des grandes revues scientifiques. Donc c'est très important, ce score, comme vous l'avez dit, ne sort pas du chapeau, il a une vraie pertinence scientifique, et donc les personnes qui voient ce score sur les boîtes peuvent lui faire confiance, ça c'est très important. Autre question, professeur, qui est-ce comment dirais-je, on a bien compris qu'il y a un algorithme, mais finalement, qui est-ce qui vérifie ça? Est-ce que c'est les industriels eux-mêmes qui s'automettent finalement ce score en fonction de ce qu'ils disent avoir dans leur aliment, ou est-ce qu'il y a une vérification? Alors, si vous voulez, le principe, c'est qu'il faut que ce soit totalement transparent et reproductible. Donc, comme je vous le disais au départ, nous partons en fait d'un algorithme qui est public. D'ailleurs, il y a un calculateur qui est mis à disposition de tout consommateur qui voudrait vérifier. Et puis, ce qu'on rentre dans ce calculateur, dans cet algorithme, c'est les données qui sont sur le tableau nutritionnel. Donc, n'importe qui peut vérifier. Ce qui veut dire que, bien sûr, on a une vérification globale. Actuellement, le Nutri-Score est géré par l'Agence nationale de santé publique, par Santé publique France, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a peu de risques de tricherie, car un industriel ne peut pas prendre le risque de mal étiqueter le Nutri-Score, de mal calculer le Nutri-Score, tout simplement parce que n'importe quel consommateur, en quelques secondes, peut très facilement vérifier. Et on a vu maintenant, depuis octobre 2017, que le Nutri-Score est en place, deux erreurs, souvent parfois liées à des problèmes purement techniques qui ne favorisent pas obligatoirement d'ailleurs le produit, mais très très rapidement, en quelques heures ou quelques jours, nous avons été informés par des consommateurs qui ont vérifié soit au travers du calculateur, soit par une des multiples applications smartphone qui permet de calculer le Nutri-Score. Donc, il n'y a pas de risque réel parce que le système est transparent et reproductible, et c'était un point extrêmement important que l'on souhaitait dès le départ. D'ailleurs, les associations de consommateurs avaient demandé dans le cahier des charges ce qu'ils attendaient d'un logo nutritionnel, cette capacité de pouvoir vérifier éventuellement et de voir une totale transparence si l'attribution des couleurs était correcte. Mais de toute façon, Santé publique France est en charge, et puis évidemment la DGCCRF, s'il y a un problème, peut être informée et mobilisée. D'accord, donc ça, le terme que vous avez oublié, c'est un organisme qui s'occupe des fraudes. Hein. La DGCCRF, c'est un organisme qui s'occupe de vérifier qu'il n'y a pas de fraude. Question encore plus suspicieuse, qu'est-ce qui nous dit que les industriels mettent bien les bons résultats dans leur tableau, derrière leur aliment? Alors là, c'est un autre problème de type juridique. Ça, c'est le problème de la répression des fraudes. Hein. En effet, la DGCCRF, c'est le service de la répression des fraudes qui est rattaché au ministère de l'économie et de la consommation. Là, s'il y a tricherie là-dessus, là, il y a des vérifications régulières que fait cet organisme de répression des fraudes. Et s'il y a une anomalie qui est notée, là, c'est un problème pénal. Les associations de consommateurs aussi ont l'habitude de faire des vérifications. Donc là, c'est une responsabilité très forte d'un industriel de tricher sur la composition du tableau, parce que là, on n'est plus simplement dans la communication qui pourrait être faite, on est dans des pénalités, parce que là, c'est un fait évidemment qui serait extrêmement grave. Donc, si je résume, quand un industriel fabrique un aliment, il y a très très peu de chances qu'il triche sur la composition de cet aliment. Il y a finalement un tableau qui résume cette composition. De ce tableau est issue une note A, B, C, D, E du Nutri-Score. L'algorithme utilisé est un algorithme scientifique qui a été validé, y compris de manière un peu prospective, en termes d'efficacité sur la santé publique. Donc, finalement, on peut faire confiance à ce Nutri-Score. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait. Je crois qu'on peut être vraiment rassuré à la fois sur les bases scientifiques sur lesquelles repose le Nutri-Score et sur le fait que l'affichage qui est fait ne peut pas entraîner de tromperie des consommateurs. Et c'est vraiment extrêmement important, cette confiance, hein, c'est une demande aussi en effet des consommateurs. Et on a validé également, en dehors de l'algorithme, le format graphique, c'est-à-dire en testant la compréhension objective, la perception, l'utilisation, voire l'impact sur les achats. Et on voit que aujourd'hui, Nutri-Score est reconnu comme étant
quelque chose qui émane des pouvoirs publics, qui repose sur des bases scientifiques, et on ressent une confiance. D'ailleurs, les tests qui ont été réalisés ont montré que 90% de la population française plébiscitait le Nutri-Score et 87% exigeaient même qu'il devienne obligatoire. Bon, ben moi j'en fais partie aussi. Avant ma dernière question, je précise aux personnes qui nous écoutent qu'on peut retrouver le professeur sur Twitter. Je vais aussi mettre dans le lien dans la description sa fiche Wikipédia, parce que forcément, quand on a un cursus comme le sien, on a une fiche Wikipédia, évidemment. Et donc, dernière question, professeur. L'alcool dans tout ça, comment ça rentre dans cette histoire? Alors, si oui, l'alcool sur un plan réglementaire sort des bases des aliments, donc bénéficie ou est exempt d'un certain nombre de réglementations à des réglementations spécifiques. Alors, nous militons beaucoup avec beaucoup de mes collègues pour que l'alcool ait un affichage de la composition nutritionnelle, c'est-à-dire beaucoup de gens ne savent pas que ça apporte des calories, que ça apporte du sucre, ça apporte des quantités importantes d'alcool, donc on milite beaucoup. On pousserait même à ce qu'on crée une classe F noire pour le Nutri-Score qui serait réservé aux boissons alcoolisées. C'est un problème extrêmement important, mais si vous me permettez, au-delà même de ce problème d'alcool qui est dans votre discipline, dans votre domaine, est extrêmement important comme l'alimentation, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur les troubles du comportement et les informations nutritionnelles. On s'est beaucoup posé la question des risques qu'il y avait de logos qui soient peut-être binaires et qui classent les aliments sains et malsains, donc qui peuvent amener à des problèmes de culpabilisation, de stigmatisation. Et donc, ce qui est intéressant avec le Nutri-Score, et on s'en rend compte beaucoup dans les études qui ont été faites, c'est qu'il est bien perçu parce que c'est un système qui est graduel, qui ne juge pas les aliments, donc il ne juge pas ceux qui les achètent, mais il montre une gradation qui permet de se dire, bah, plutôt qu'un produit E, si je peux prendre un produit D, c'est mieux. Si c'est plutôt qu'un produit D, si dans la même famille où il y a un aliment équivalent qui est C, d'une marque à l'autre, ça peut changer, c'est mieux. Donc, c'est quelque chose qui ne se veut absolument pas culpabilisant. Et on a testé, vu que pour beaucoup de notre population, le fait que l'on ait ce système graduel, qui non plus interdit de prendre des produits qui sont classés rouges, D ou E, mais rappelle qu'il faut les consommer en plus petite quantité, moins fréquemment, eh bien, il était peu culpabilisant par rapport à d'autres systèmes qui existent et qui sont utilisés dans le monde. Donc, c'est un élément important. C'est qu'un, ça ne peut espérer stigmatise, culpabilise moins les consommateurs, et ça, notamment, on pense à ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et l'autre point très important, c'est que sa simplicité, sa facilité d'emploi fait qu'il est beaucoup mieux compris que beaucoup d'autres logos par les populations les plus défavorisés, ceux qui sont à plus haut risque de problèmes nutritionnels. Donc, ce qui prouve que votre outil, on peut à la fois faire de la pédagogie, de la vulgarisation de données scientifiques, tout en étant bienveillant et sans être dans la stigmatisation. Professeur, si vous aviez quelques mots à nous dire sur un combat qui vous tient à cœur en ce moment, que vous menez, ce serait quel combat? Expliquez-nous un petit peu. Alors, le logo, c'est déjà une grande victoire pour beaucoup de nutritionnistes, car c'est quelque chose qui, depuis de nombreuses décennies, on essaye de le pousser, que la dimension maintenant en Europe avance, donc là c'est un grand combat. Mais le logo, ce n'est pas suffisant, c'est un élément d'une politique nutritionnelle. Il faut aussi qu'on agisse sur d'autres choses, comme la réglementation sur la publicité. Ce n'est pas normal aujourd'hui, 80% des publicités à la télévision, notamment qui visent les enfants, sont pour des produits qui ne sont pas de bonne qualité nutritionnelle. Donc un combat extrêmement fort qu'il faut mener, c'est pousser les pouvoirs publics à réglementer la publicité, par exemple en fonction du Nutri-Score, de manière à ce que ne soient pas promus, il ne s'agit pas de les interdire ces produits, mais pas en faire une promotion excessive par la publicité, des aliments qui ne sont pas de qualité nutritionnelle suffisante. Donc ça, c'est un des grands combats aujourd'hui qu'on mène. Et l'autre combat en parallèle, qui est complémentaire, c'est qu'il faut rendre aussi plus accessible économiquement des produits de bonne qualité nutritionnelle. Et là, des régulations de type fiscal, taxation, subvention, peut permettre, parfois en fonction du Nutri-Score, pourquoi pas, de rendre plus accessibles des aliments de bonne qualité nutritionnelle à un maximum de nos concitoyens. Merci infiniment, professeur, pour cette interview. Et puis, j'espère à très bientôt. Merci de votre invitation. À bientôt. Merci.